On va démarrer du coup. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être réunis avec nous ce soir pour cet événement, pour cette table ronde de l'investissement au féminin. Et chez Goodvest, on est une start-up, on est avant tout une entreprise à mission. Et notre mission, elle est très simple, en tout cas à expliquer, à réaliser ce qu'il nous fera faire. Mais notre mission, c'est de rendre accessible l'investissement responsable à tous et à toutes. Et ça passe par différentes choses. Ça passe évidemment par la composition de notre équipe, par la parité, et aujourd'hui je pense qu'on est toutes et tous très fiers de pouvoir dire on est une entreprise dans le secteur de l'investissement avec une parité quasi parfaite. Et ça passe également par organiser des tables rondes, comme celle à laquelle vous êtes sur le point d'assister ce soir, et je suis très heureuse et très honorée d'être entourée aujourd'hui d'un casting de folie. Et merci à vous toutes d'être présentes ici pour témoigner, apporter vos conseils et votre retour d'expérience sur l'investissement. Et donc sans plus tarder, je vais vous laisser prendre la parole et vous présenter, à commencer par Hélène Garbi de FEMCA. Donc FEMCA qui est une offre de formation sur l'investissement qui s'adresse aux femmes. Merci beaucoup, merci Aurore. Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ravie d'être là ce soir. Du coup, tu as déjà présenté. Et on accueille également Maëlle Caravaka, qui est conseillère en gestion privée, le CGP pour les intimes. Yes, CGPET même. Hein. Dans notre milieu, CGP c'est les bonhommes et puis les nanas c'est CGPET, comme les Claudettes. Ouais. Je suis en forme, hein, je vous le dis. Et également Adam de Prémont, que vous là-bas, qui est responsable clientèle chez Goodvest et que je vais laisser se présenter en quelques mots. Puisque là, cette année, on a un peu notre activité pour les personnes qui ne connaissent pas. Bien, enchantée, moi c'est Hélène, je suis responsable clientèle chez Goodvest depuis 1 an et demi à peu près. Avant j'étais chez Itch, donc rien à voir, et cherchais un peu plus de sens pour le matin et savoir un petit peu ce que je faisais. En tout cas, que ça se rapproche un peu plus de mes valeurs. Et voilà, je suis très contente d'être là. Et un peu stressée. Ça va. Merci Adam. On accueille également avec nous ce soir Maëva, créatrice de contenu pour Monde Vivento. On partage ses astuces pour gérer son budget et ses finances perso. Ça c'est moi Maëva. Très contente d'être là aujourd'hui, très bien entourée. Voilà, donc vous pouvez me retrouver sur le budget bientôt. Voilà. Et Paloma Castro-Martinez de Rise. Bonsoir. En fait, Rise, c'est la solution en fait, entre la collaboration des femmes qui indiquent comment est-ce qu'elles voudraient passer à l'action. Aujourd'hui, vous le savez, je ne sais pas combien de femmes ici investissent. J'imagine que toutes, parce que sinon elles s'en vont. Mais la réalité, c'est qu'on est une minorité et on a la législation des acteurs financiers. On leur dit, ah bon, voilà, c'est la façon de faire. Et si vous avez cette labellisation qui est reconnue par les institutions, ben, les femmes vous font confiance. Une excellente initiative. Et Héloïse Boll, qui est juste à ma droite, qui est la fondatrice d'Oseille et compagnie, également CGP, mais aussi autrice du livre, et je pense que d'ailleurs tu avais un petit mot à nous dire à propos du nouveau titre qui devrait sortir très très bientôt. Oui, bonsoir, je suis ravie d'être là. Oui, donc je suis conseillère en gestion de patrimoine, comme elle, indépendante au sens de l'autorité des marchés financiers, ça veut dire que je ne vends pas de produits, je ne facture que du conseil. Et j'écris aussi des livres, donc j'ai écrit un livre il y a 3 ans qui s'appelle Les bons comptes font les bons amants sur la gestion de l'argent dans le couple et comment faire en sorte que personne ne ressorte complètement essoré d'une histoire d'amour. Et là je viens de boucler un livre avec Insef El Hassimi, où je suis très fière. Donc, Insef El Hassimi c'est la fondatrice du podcast Ma Juste Valeur et on a un livre qui s'appelle Aux thunes citoyennes et qui paraîtra en janvier et qui est déjà disponible en précommande que je vous encourage très très vivement la précommande. Donc là c'est pas des chiffres, c'est vraiment des solutions pratiques pour prendre en main son argent du début jusqu'à la fin. Voilà. Merci, elle est très longue, je suis désolée. Non, il n'y a pas de souci, et en tout cas je pense qu'on est toutes impatientes de découvrir ça, moi la première. Et pour finir, mais là c'est notre liste, Pauline Pham de Snowball, donc là nous étions sur la finance. À connaître déjà. Qui est abonné à Snowball? C'est bien. Les autres, il faut s'abonner à Snowball. C'est gratuit. Donc, merci à vous toutes d'être présentes ici ce soir. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, et le vif du sujet,
En fait, cette table ronde, c'est d'abord de faire parler de vos expériences personnelles en tant qu'individu, en tant que professionnel de l'investissement et du monde de la finance. Et je pense que c'est important de faire un petit rappel de pourquoi aujourd'hui, pourquoi en 2022, c'est encore important de faire des événements, des tables rondes sur l'investissement au féminin. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, les femmes investissent moins que les hommes, c'est ce que Paloma a dit tout à l'heure. Les chiffres varient en fonction des études, mais grosso modo, on sait qu'aujourd'hui, les femmes investissent 29 à 40% de moins que les hommes. Et on sait que l'investissement est une affaire de long terme, et à long terme, cette différence, elle peut faire finalement une différence colossale, effet boule de neige. Et chez Goodvest, on le constate également. Aujourd'hui, 33% de nos clientes sont des femmes. C'est mieux qu'à nos débuts. On a gagné 10 à 13 points depuis notre démarrage, Sébastien pourra confirmer. Mais c'est encore trop peu et on a bien sûr l'ambition de continuer à progresser dans cette voie. Alors l'idée c'est pas de se flageller en disant qu'on n'investisse pas. Il y a des raisons historiques à tout ça évidemment. Je vais la faire très courte, mais je pense qu'il y a juste 2 dates qui sont importantes à retenir pour donner un peu de contexte. 1965, les femmes ont l'autorisation enfin d'ouvrir leur propre compte en banque, sans avoir besoin de l'autorisation de leur père ou de leur mari. 1967, 2 ans plus tard, elles peuvent entrer à la bourse de Paris. Et quand je dis entrer à la bourse, c'est pas seulement spéculer, investir, c'est également rentrer physiquement, poser un orteil à la bourse de Paris. Encore une fois, un énorme progrès. Bref, tout ça, c'était il y a moins d'un siècle. On comprend mieux aujourd'hui pourquoi il y a encore un tel différentiel. Et c'est la raison pour laquelle on est réunis ici ce soir. Et je pense que c'est un bon moment pour rentrer dans le vif du sujet. Ah oui, juste, je voudrais ajouter, à la fin de la série de questions qu'on a prévues, il y aura une session de questions-réponses. Donc si jamais il y a des questions qui vous viennent au cours de l'intervention, n'hésitez pas à les garder dans un coin de votre tête, parce qu'on aura tout le temps d'y revenir après. Et ensuite, il y a une partie cocktail networking qui est prévue. Et vous aurez également l'occasion d'échanger directement avec nos intervenantes. Donc, on va maintenant entrer dans le vif du sujet. Je pense que, pour commencer, c'est bien de démarrer par le commencement. Il y a une question que j'ai envie de vous poser, mesdames. C'est quel a été le moment où vous vous êtes dit l'investissement, c'est maintenant pour moi. Je me lance que ce soit dans votre point de vue personnel ou professionnel. Quel a été le moment du déclic pour vous? Et je pense que Maëva, tu voulais t'exprimer sur le sujet. Vous avez tous des parcours très divers. Du coup, je te laisse prendre la parole pour nous raconter un peu ton histoire et ton déclic. Bon, alors, réponse très décevante. J'ai pas vraiment eu de déclic. Mais j'aime bien prendre les questions à l'envers, en fait, parce que tout le monde pense que qu'il y a un moment. J'ai envie de devenir investisseuse, alors pas du tout. C'est plus vraiment de façon incrémentale, en étant très curieuse, en se renseignant sur différentes choses. Après, c'est vrai que moi, j'ai commencé par l'immobilier, parce que comme c'est quelque chose de tangible, où on vit tous les jours, on a un toit au-dessus de sa tête, c'est vrai que pour moi, ça m'a semblé être une évidence de commencer par ça. Et après, je me suis intéressée un peu plus à la partie financière. Mais c'est vrai que si vous vous imaginez, pour les personnes qui ne sont pas encore en train d'investir, que vous allez avoir, un matin, vous allez vous réveiller, j'ai rêvé que j'ai acheté une action, alors je vais acheter une action. Ça ne va pas arriver. Donc voilà, moi c'était ça mon non-déclic, mais je pense que c'est important de le dire. On parlait plutôt d'un cheminement. Exactement. Hélène, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton cheminement aussi vers l'investissement? Oui, je te rejoins pas mal sur cette idée de cheminement. Moi, au début, je ne viens pas du tout de l'industrie de la finance, donc j'ai fait des études dans des sujets complètement différents. Je travaillais dans l'industrie du luxe. Mais on va dire que les premiers mois où j'ai commencé à travailler, j'ai quand même eu une suite de prises de conscience où en fait je me suis rendu compte qu'autour de moi, alors mon copain, ses potes investissaient. Et en fait, moi, je ne faisais rien, j'épargnais, globalement, là, j'étais un peu en situation de statu quo. Et du coup, moi, ça a été un peu comme un challenge, je dirais, parce qu'en fait, à un moment donné, je me suis dit, non, mais en fait, pourquoi eux, ils le font et pas moi? Donc, ça a été plutôt ce moment-là où j'ai eu cette prise de conscience, où je me suis dit, en fait, moi aussi, j'ai envie de comprendre cet univers, moi aussi, j'ai envie d'y aller. Et en fait, après, finalement, en y allant, je me suis rendu compte qu'au départ, c'était pas un univers qui m'attirait naturellement. Je me suis rendu compte que ça pouvait être passionnant. Et à la fin, aujourd'hui, j'en suis à quand même créer une boîte autour de ce sujet, donc le cheminement a été quand même important. Mais sans aller jusque-là, je pense que voilà, il y a quand même encore en France parfois une vision assez négative de ces sujets. Ça a l'air très très fun. Voilà, j'espère vraiment d'ailleurs qu'à la fin de la table ronde, on aura aussi renversé un peu la vision.
Et du coup, ouais, pour conclure, moi, ça a été ce cheminement-là et surtout une prise de conscience aussi très importante. À l'époque, j'étais aussi engagée dans beaucoup d'associations de destination des femmes et me rendre compte qu'en fait, c'était aussi un vrai levier de prise de pouvoir dans sa vie et dans ses choix. Au-delà de faire des choix financiers, ça permet de faire des choix de vie beaucoup plus libéraux. Et moi, c'est aussi cet angle-là que je trouvais très important à mettre en avant et à donner de l'ampleur à ce point de vue. Merci Hélène pour ta réponse et je pense que ça intéressera tout le monde après de découvrir un peu plus en profondeur ce que propose Femka aujourd'hui dans ce sens-là. Ma question suivante appelle une réponse extrêmement concrète. C'est comment est-ce que vous vous êtes lancé? En fait, par quoi vous avez commencé? Concrètement, dans quoi est-ce que vous avez investi? Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là, pris cette décision à ce moment-là? Et comment vous y êtes prise? Donc en fait, je pense que c'est un cheminement, c'est un très bon mot. Et pour le coup, pour moi, c'est un vrai cheminement de déconstruction. Parce qu'en fait, on parle non seulement de finance, d'investissement, déjà même pour des hommes, je pense qu'il y en a beaucoup, ça fait bailler, c'est de la mine, ou alors c'est genre le loup de Wall Street, il n'y a pas l'entre-deux. Ça parle pas tout le monde. Donc il y a déjà ça à déconstruire. En plus, moi je suis vraiment classe moyenne, en fille de fonctionnaire, l'argent n'en parlait pas. Ou alors c'était épargné et c'était le livret A. Voilà, moi quand je mettais le livret A, j'étais grave fière. Genre j'allais construire ma life comme ça. Et la notion d'épargne et d'investissement, et puis l'investissement pour moi c'est un gros mot pour les riches, quoi. Un gros mot pour les riches, et puis je suis plutôt jamais des gens, je me dis on nous apprend beaucoup en plus en France, c'est le grand capitalisme, c'est l'argent, le méchant, la finance. Je pense qu'il y a eu un pied de nez comme toi, parce que moi je me suis dit mais en fait quand même l'argent on parle de Dieu mais c'est plus fort que Dieu, parce que c'est partout là, c'est une grosse croyance. Et moi je suis tombée là-dedans parce que je suis passionnée de philo, passionnée des codes sociaux. Et j'ai dit, mais en fait, si j'arrive moi, ça me fait flipper. J'adore quand ça me fait flipper, j'y vais encore plus fort. Il y a des femmes qui aiment le risque. C'est ouf, ça. Et donc, je dis, let's go, ça me fait grave flipper, j'y vais et je m'intéresse à ça. Et en fait, je pense que c'est tout un cheminement qui continue de déconstruction de ce sujet-là. Et une réalisation simple, parce que la question c'est commence par quoi? Je dirais 2 choses à retenir. C'est qu'investir, ça commence à partir de 10 € même. 10 € par mois, ça veut dire c'est déjà investir. Et la deuxième chose qui est vraiment à retenir, c'est tout le monde demande, mais concrètement, je fais quoi? Je vais vous faire hurler de rire, mais la comparaison que j'ai, c'est comme votre premier bisou. Avant, quand on essaie de vous expliquer c'est quoi embrasser une personne, tu ne peux pas savoir avant de vraiment le faire. Donc investir, c'est le faire avec 10 € pour commencer, et tu vois ce qui se passe après. Et c'est que 10 €, donc c'est bon, tu ne joues pas ta life, tout va bien se passer. Désolée, c'était un peu long. C'est une très bonne réponse, merci Pauline. Et du coup, voilà, alors, par quoi j'ai commencé en tant qu'investisseuse, c'était assez basique et c'est une idée que j'avais depuis très longtemps qui était de me dire je vis à Paris, on lâche des sommes astronomiques pour des loyers, donc je vais acheter un appart. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est que j'allais me retrouver dans les pages placement et marché d'un canard économique, sujet auquel je ne connaissais absolument rien au début. Et donc en fait, quand j'ai réuni suffisamment d'argent pour avoir un apport pour cet appart, j'étais aux premières loges. En fait, j'avais un cobureau à côté qui m'avait dit faut que tu ailles voir un courtier. Donc j'ai négocié mon crédit immobilier comme une bête. J'étais trop contente. Et voilà, et donc en fait j'avais dans l'idée d'acheter un appart, et j'ai acheté un appart, sauf qu'au moment où je l'ai fait, finalement, comme j'ai atterri un peu par hasard dans ces sujets-là et que j'ai eu l'occasion de me former, je l'ai fait sans avoir trop le vertige. Enfin, on dort toujours très très mal la veille
d'une signature pour un appart, mais j'avais potentiellement moins le vertige que d'autres. Merci Héloïse. Maintenant, on va faire une petite, en quelque sorte, une aparté. Donc, on a parlé de sujets d'un point de vue un petit peu individuel, un petit peu personnel. Si vous êtes réunis autour de cette table aujourd'hui, c'est que chacune, à votre manière, vous apportez une solution, une manière de diminuer cet écart, dont on parlait au début dans l'investissement. Quelle est cette solution et finalement, qu'est-ce que ça résout exactement? Hélène, on a un peu effleuré le sujet tout à l'heure, est-ce que tu veux approfondir? Oui, alors tu l'as très bien rappelé tout à l'heure, les chiffres sont assez éloquents sur les inégalités d'accès à l'investissement femmes-hommes, ce qu'on appelle le Gender Investing Gap. Donc moi, assez tôt, ma conviction, ça a été de me dire qu'un des axes, parce que le Gender Investing Gap, il y a plusieurs raisons, c'est multifactoriel, mais ma conviction a été de me dire que le sujet de l'angle d'éducation financière était très certainement un des angles importants, même si on a d'autres bien sûr, mais importants à explorer, parce que ce que j'observais en fait quand j'ai débuté, quand j'ai commencé à investir, c'est que la manière dont on parlait d'éducation financière, ça ne nous parlait pas. En fait, on parlait de produits de performance uniquement, alors que derrière, si je voyais beaucoup d'autres choses, j'avais envie qu'on parle d'individus, de vie, de projets. Et donc je me suis dit, il y a certainement de l'espace pour réinventer ça et penser autrement cette éducation financière. Et je pense que toutes, à notre manière, on a aussi une manière de réinventer avec ces sujets-là. Et donc nous, concrètement, aujourd'hui, chez PMK, c'est cette approche-là qu'on a adoptée, où on fait en sorte de remettre l'individu, les valeurs au centre. Donc on aime bien, par exemple, l'approche goal-based investing, où on investit en fonction de projets vie. Et plus concrètement, ensuite, c'est une approche qui est différente, où on va avoir des choses beaucoup plus pratiques, où on va mettre aussi du développement personnel financier. Donc ça, c'est des choses auxquelles on tient beaucoup. On pense que il faut aussi reconnecter les finances dans le sens du... on parle très peu encore en France du bien-être financier, c'est pourtant un sujet majeur. On sait que le stress financier est une des plus grosses sources de stress. Donc voilà, le réintégrer un peu dans nos vies. Et donc concrètement, nous aujourd'hui, c'est des programmes d'accompagnement qui sont pensés autour de ces dimensions-là et qui permettent de commencer concrètement à mettre le pied à l'étrier et passer à l'action. Et à ce jour, vous avez accompagné combien de femmes dans leur démarche d'investissement? Alors à ce jour, donc nous, entre nos formats, on a sensibilisé, parce qu'on a au-delà des parcours d'accompagnement, aussi des formats beaucoup plus ouverts de webinaires. Donc depuis le début de l'année, 1500 femmes. Félicitations. Merci. Maëlle, tu proposais également à ta manière une solution pour réduire cet écart. Est-ce que tu veux nous en parler plus? Oui. Alors déjà, je voulais juste rappeler une date. Depuis le 4 novembre, les femmes travaillent gratuitement. Donc le besoin d'enrichissement, il est quand même, c'est un gros enjeu. Il n'y a que 25% de femmes qui investissent en France. Donc ça fait 75% de femmes. Mais où êtes-vous? Et donc, moi, mon activité, c'est de faire de la gestion privée et du conseil en investissement. Et la manière que j'ai pour aider les femmes à se botter les fesses et à investir, c'est tout simplement de ramener dans leur imaginaire la connexion entre leur argent, l'enrichissement personnel et donc la réalisation de projets, et puis aussi la contribution qu'elles peuvent apporter dans l'économie, pour le monde, pour une économie positive, pour une économie responsable et durable. Et donc je fais de l'investissement responsable. Et Goodvest fait partie bien entendu des acteurs engagés que j'aime proposer. Et l'investissement responsable, ce qui est génial, c'est qu'il y a 64% de femmes qui s'y intéressent. Donc c'est quand même un sujet qui intéresse beaucoup plus les nanas que les mecs. Alors je sais pas, est-ce que c'est parce qu'on donne la vie et que du coup on arrive à se projeter un petit peu plus, je sais rien. Tout ça pour dire en tout cas que moi c'est ma manière d'inspirer, de motiver les femmes à investir en leur disant qu'elles peuvent à la fois s'enrichir pour elles, pour leur indépendance, pour s'affranchir de contraintes, le boulot, un mec, un mari, j'en sais rien, bref, et puis aussi pour voter, pour soutenir des activités qui leur tiennent à cœur, pour porter haut des convictions et pour avoir de l'impact positif, social et environnemental. Et donc, je fais cette connexion avec l'investissement, l'argent et l'impact très concret que ça peut avoir dans l'économie. Chez Goodvest, on est évidemment très très fan de cette démarche. Merci. Paloma, tu es fondatrice de Rise. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de ce que vous proposez? En fait, nous, on a
une ambition vraiment qui va au-delà de l'Hexagone et on compte avec vous vraiment et votre force parce qu'on commence ici parce que la France, c'est un des pays, les cas études. Évidemment, la plupart des gens pensent livret A, les rêves. Les gouvernements pendant des siècles ont promu ça parce que c'est un pays très stable. En fait, je ne veux pas me mettre dans les détails, mais la dette merveilleuse de la France est vue avec tous les Français épargnés. Donc il y a beaucoup de volonté autour de ne pas bouger les choses. Alors, nous, on s'est dit, on va faire un shortcut, on va aller vraiment vite. Tout ce que vous avez évoqué, c'est une réalité. Il y a l'éducation, évident. Il y a les bons conseils, évident. Il y a l'impact. Merci mon Dieu que les gens vont investir à l'impact. Mais quid de ceux qui peuvent changer les choses rapidement. Et là, on parle des intermédiaires financiers. Et Goodvest étant un, c'est pas ça, je ne vous épargne pas. Mais bien entendu, d'abord on regarde AXA, BNP Paribas, HSBC et le reste, on s'est dit, est-ce que vous avez regardé cette capacité immense de changer le monde si vous avez plus de clients? Parce que les plus de clients, c'est une réalité pour tout le monde. En fait, on va être clair ici, on va sauver le monde avec de l'argent. Et l'argent, on le fait avec des clients. Et toutes les institutions financières veulent faire de l'argent. Et pourquoi pas faire de l'argent et faire du bien? Donc l'idée, c'est qu'il y a une labellisation qui aujourd'hui est soutenue par un peu les institutions publiques, s'appelle RISE, et dans laquelle il y a 30 critères. C'est un peu comme le ESG, mais pratique. Et dans lesquels ces institutions financières sont labellisées et donc les femmes auront une réaction immédiate d'avoir un genre de tiers de confiance. Pourtant, avec des gens comme Fincal, où on fait des partnerships, dans tout ce qui doit accompagner les femmes. Mais nous, c'est lui qui pourrait dire, bon, les gros ouvrent les robinets et tout le monde s'arrose. On parle des chiffres. En fait, est-ce que quelqu'un ici savent combien de milliards les fonds Covid a donné à l'Europe après le Covid? Les fonds ce qui s'appelle des refaire l'Europe après le Covid. 7 milliards, d'accord. Si on bougeait les chiffres que vous avez évoqués, de 75% des femmes qui n'investissent pas, allez hop, on avait 27% des femmes qui investissaient, 2%. Vous savez combien d'argent on libérerait dans l'économie impact de la France? 6 milliards. D'un coup. Un an. Et on fait tout cet argent. Je veux dire, les femmes prennent l'indépendance, les institutions financières trouvent, et tout le monde marche bien. Donc, en fait, on a vraiment essayé de faire un truc qui soit grand, qui ait une volonté de bien marcher en France, mais déjà, on a des clients qui sont à Luxembourg. En fait, c'est une question de langue. Et bon, je vous encourage vraiment à dire toujours, il y a des tiers de confiance qui peuvent faire. C'est une question de confiance. Je veux dire, les femmes, c'est pas vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mais les gens qui arrivent à penser quand même, mais 10 €, et c'est la même chose que si on achète un mobile phone, c'est un bien de consommation. Merci Paola. Tu peux garder le micro de ce côté parce que je pense que la question suivante va vous concerner. Super collègue. On va revenir un peu sur vos parcours en tant qu'individu et en tant que professionnel également. Ma question suivante, c'est quelle est à ce jour votre plus grande fierté en lien, bien sûr, avec l'investissement? Et du coup, je vous laisse Alban prendre la parole sur ce sujet. Merci Aurore. Alors moi, ma plus grande fierté, finalement, ça a été de rejoindre Goodvest. Je fais ça pour faire de la lèche. Non, en vrai, j'étais chez Hitch, je l'ai dit tout à l'heure, mais du coup, je ne connaissais rien au secteur de la finance. Je savais à peine ce que c'était une assurance vie. Et donc j'ai rejoint Antoine à l'époque et Joseph, alors qu'il n'y avait pas de produit, pas de clients, mais j'étais responsable de la clientèle. Donc trop chouette. Et donc là j'ai vite compris que il fallait que je m'auto-forme très rapidement. Donc j'avais 2-3 semaines pour apprendre ce qu'était une assurance vie, pour pouvoir conseiller au mieux nos premiers clients. Voilà, donc ça c'est une vraie fierté, puisque oui, aujourd'hui, il y a du contenu pour apprendre, s'auto-former, des podcasts, des vidéos sur YouTube.
l'investissement pour les nuls, c'est chouette. Et en fait, du coup, après ça, j'ai commencé à faire de plus en plus de rendez-vous avec des clients et j'ai pris goût à faire des rendez-vous et à conseiller, puisque j'étais plus à même, je pense, à vulgariser les choses, puisque je m'étais auto-formée, donc j'ai appris sur le tas. Et donc des personnes qui ont pas tellement envie de parler de finances ni même d'argent, parce que c'est pas sexy, et bien j'essayais de rendre ça un peu plus sympa, voilà. Et après ça, je me suis mis à faire des vidéos YouTube, donc c'est un peu moins stressant que prendre la parole devant des gens, mais c'était assez chouette, puisque ça continuait à participer, à apprendre aux gens qu'est-ce que c'est un fonds d'investissement, qu'est-ce que c'est l'inflation, qu'est-ce que c'est une action ou une obligation. Et c'est bête, mais j'y reviens tout le temps en rendez-vous. Voilà. Donc on commence par les bases pour comprendre les choses. Donc voilà, ça c'est une de mes grosses fiertés. Et c'est pas pour ça que j'ai pas le syndrome de l'imposteur, hein, en rendez-vous ou même ici. Mais il faut rien lâcher. Voilà. Merci. C'est trop bien. On est toutes très heureuses de t'avoir aujourd'hui avec nous à cette table ronde. Et si vous voulez retrouver les vidéos de vulgarisation de sur la chaîne YouTube, allez vous abonner et allez liker. Ensuite, Paloma, toi, quelle est ta plus grande fierté en lien avec l'investissement? Je pense que c'est dans des réunions comme celle-ci, dans lesquelles il y a un panel de femmes qui parlent sans souci et sans complexe. En fait, pour moi, je pense que c'est tous les chemins que l'on a dû passer avec les sexes. Alors, à un moment donné, vous allez me dire, à table, on ne parlait pas de sexe. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous très décomplexés. Les jours, je pense que la fierté, c'est... mais par rapport à la fierté d'être là et de parler de ça comme si on parlait, mes dernières vacances. Et ça, c'est la fierté d'avoir été, en fait, et faire partie de quelque chose qui va très vite. En fait, on parlait de ça tout à l'heure. C'est pas nécessaire d'aller et faire des études supérieures. Bien entendu, si je sais que là, c'est parce qu'il a fait des études supérieures, il avait une idée, et voilà, c'est très bien. Mais pour investir, il ne faut pas faire ça. Et c'est ça la fierté aussi, de pouvoir parler des choses qui sont de la vie quotidienne, qui appartiennent à les jeunes de vie. Donc, je suis très fière qu'on soit là et qu'on parle de ça. Et qu'on arrive à parler de ça, même dans des endroits un peu plus généralistes. Mais on va arriver. C'est la religion, hein. On est tous ensemble. Merci Paloma, effectivement, on va y arriver. Et je pense que c'est important, mais quelle que soit votre profession et votre cheminement, à un moment donné, de pouvoir se poser et regarder en arrière quand dessus son épaule et se dire voilà tout le chemin que j'ai parcouru. Et franchement, c'est quand même pas mal. Donc je suis très contente qu'on en parle aujourd'hui. Et pour en briller avec ça, on arrive à la question suivante, qui est peut-être la question préférée de cette table ronde. On dit souvent qu'on apprend que de ses erreurs. C'est malheureux, mais en général, c'est comme ça dans la vie. Et du coup, c'est ma question suivante. Est-ce qu'il y a une erreur où vous avez appris quelque chose et que vous auriez envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Maëlle, est-ce que tu veux prendre la parole sur cette question? Les erreurs. Alors moi, je vais vous partager 2 erreurs que j'ai faites dans l'investissement. La première erreur, mais bon, j'étais jeune, j'avais envie de gagner du pognon, j'arrive dans la finance, je me dis ok, je suis au milieu de tous ces hommes, il va falloir que je me batte. Et j'ai fait de la finance traditionnelle pendant des années. Je fais la gestion de patrimoine depuis plus de 10 ans. Et évidemment, j'ai fait de la finance traditionnelle. Et c'est mon erreur de ne pas avoir connecté l'investissement responsable plus tôt dans ma carrière. Ça, c'est un peu le truc professionnel, mais bon, finalement, je me suis réveillée. Et maintenant, je ne fais que l'investissement responsable. Et ma deuxième erreur, qui est vraiment plus personnelle sur mes investissements à moi, gros fantasme sur l'immobilier. Je voudrais vous dire que on en revient, hein, franchement. Fantasme sur l'immobilier parisien. Oh là là, 25 ans, je me dis génial, je suis avec le mec de ma vie. Je vais faire un crédit. Ouais, je n'aime pas beaucoup, mais je vais faire un crédit, on va pousser. Et on a acheté un appartement sur Paris qui nous a troué les poches, franchement. Et il se trouve que l'histoire d'amour s'est terminée. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Mais alors derrière, putain, les galères. 1 an et demi pour
divorcés, parce que bon, j'étais paxée, mais l'état civil fait qu'on est divorcé quand on rend le pax, et alors 1 an et demi pour désolidariser le crédit, pour racheter sa part. J'étais prise en otage sur le remboursement du crédit, l'enfer. Et puis c'est surtout que j'ai gardé cet appartement qui est en location meublée depuis maintenant depuis 7 ans. Bref, et ben c'est quand même un appartement qui me coûte un pognon fou tous les ans, de charges de copropriété, de charges de gestion, d'impayés de loyer, il y a le Covid qui est passé par là. Bref, et il se trouve que cette erreur, je vais finir par la rectifier. Parce que je vends cet appartement pour en faire autre chose. Parce que l'immobilier, ça coûte cher. Et je vous donne le chiffre, moi ça me coûte 10 000 € par an de trésorerie. Et ça m'apporte pas beaucoup de plaisir en vrai, si ce n'est de me dire que c'est super, j'ai un appartement à Paris, j'ai un beau patrimoine, mais ça m'apporte aucun plaisir. Et là mon objectif c'est de le vendre pour faire des choses en investissement qui me procurent beaucoup plus de satisfaction, beaucoup plus d'impact. Et puis je vous donne une dernière information aussi pour casser vraiment le fantasme de l'immobilier. Dans 2 ans, la loi sur la rénovation énergétique va arriver, en 2025. Et malheureusement, l'immobilier haussmannien, c'est des vrais passoires thermiques. Et donc, des gros travaux de rénovation qui vont arriver. Sinon, interdiction de louer. Et je vous cache pas, c'est aussi pour ça que je vends mon appartement. Parce que les travaux de rénovation, ça va coûter franchement une blinde. Et il faut, moi je suis pour l'immobilier responsable aussi. Mais ça va peser très lourd finalement sur les propriétaires de foncier. Et donc ça participe aussi à casser un peu ce fantasme. Voilà. Donc ça fait partie de mes erreurs, mais bon, j'avais 25 ans, j'avais envie d'essayer, quoi. On apprend comme ça. Merci Maëlle. Alban, est-ce que tu veux prendre la suite sur cette question? Est-ce que ton témoignage va faire écho à d'autres expériences, d'autres personnes? Ouais, tout à fait. Enfin, peut-être que je suis toute seule. Enfin, on va voir. Et moi, ma plus grande erreur, je pense, c'est d'avoir été complètement passive sur tous les sujets liés à l'épargne. Notamment d'avoir fait un peu l'autruche, comme je sais faire, sur tous les sujets liés à l'argent. En tout cas, quand j'étais un peu plus jeune, mais quand j'étais pas encore chez Goodvest. Et de me rendre compte que, une fois qu'on a un peu de connaissances sur notamment l'assurance vie, on va toquer à la porte de sa banque et on se rend compte qu'on a 4 assurances vie qui sont là depuis 10 ans, totalement en fonds en euros, et qui m'ont rapporté 10 euros. Voilà. Donc ça c'est une vraie erreur, parce que du coup, à ce moment-là, tu te dis tilt, ok, j'ai perdu 10 ans, et donc j'ai perdu l'argent. Voilà, ça c'est une de mes grosses erreurs. Et donc, si j'ai un gros conseil à donner, même si vous ne voulez pas de la finance, que vous ne comprenez pas grand-chose au moment où vous commencez à vous y intéresser, et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a du monde pour vous accompagner. Et qu'en fait, il faut se comprendre soi-même, déjà dans un premier temps, où est-ce qu'on veut aller, quels sont nos projets, court terme, moyen terme, long terme, quelle est un peu notre appétence au risque, comment on se sent du coup, je ne sais plus qui a parlé de projet, mais les projets c'est super important. Enfin, voilà, tout le monde, voilà, super. Je pensais être originale. Voilà, et donc se connaître soi-même et aussi ensuite comprendre dans quoi on investit, quelles sont les solutions d'épargne, comment en fait les grandes lignes de son fonctionnement pour du coup être beaucoup plus apaisé en fait avec du coup ces investissements et mieux les gérer et mieux les être content, satisfait finalement de ce qu'on fait. Voilà. Voilà, donc ne pas être passif pour générer des revenus passifs. Non, je vais dire que c'est trop compliqué pour nous. Je vais dire que c'est pas à notre portée. Je pense qu'il faut qu'on sacralise un peu tout ça, et c'est important de rappeler autour de cette table, typiquement, il y a au moins la moitié, voire une majorité de personnes qui n'avaient pas forcément vocation au début à travailler ou à devenir investisseurs, investisseuses. Et c'est des choses qui s'apprennent, et aujourd'hui on a de la chance, on a de plus en plus de ressources qui permettent ça. Donc merci Alban d'avoir partagé ton expérience et tes conseils, et maintenant on va continuer sur les conseils. Le mot de la fin, plusieurs mots de la fin. Maëva, tu as ouvert la table ronde, est-ce que peut-être tu as envie de dire un mot, quelque chose aux personnes qui sont autour de nous, un conseil, quelque chose que tu as envie de partager? En fait, c'est exactement ce que tu viens de dire, Alban. Oui, non, mais
Oui, oui, parce qu'en fait, c'est vrai que, bon, déjà, on va dire que les femmes ne sont pas forcément encouragées vers les matières scientifiques, etc. Donc, dès qu'il y a des chiffres, tout de suite, il y a oui, voilà, exactement. Une réaction, voilà, exactement. Moi, j'ai toujours aimé les maths. Voilà. Mais les femmes, en général, c'est vrai qu'elles n'aiment pas ça, mais il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup et d'être ingénieur financier pour gérer son épargne et sortir du livret A. Il faut juste en fait savoir que aussi c'est pas tout noir ou tout blanc, genre comme tu disais tout à l'heure, le loup de Wall Street ou alors la mamie avec son matelas, ses billets en dessous de son matelas. En fait, il faut trouver un équilibre et dans vos investissements, en fait, il faut avoir plusieurs poches avec des choses plus risquées, des choses exotiques, quelques petits pourcents, et puis des choses un peu plus mainstream, si on peut dire, où vous allez pouvoir investir. Moi, ce que j'essaye aussi de faire sur mon compte, c'est vraiment dédramatiser la finance, vraiment apporter ça d'un point de vue plus humoristique. Moi, je dis toujours, je suis la copine qui veut du bien à votre argent. Et voilà, c'est vraiment... Il n'y a rien de sacré. Tout à l'heure, tu parlais de religion, mais c'est vrai, en fait, il n'y a rien de sacré, c'est juste quelque chose de normal. C'est normal de gérer son argent. Et si vous ne le faites pas, en fait, vous perdez de l'argent, même si vous n'en rendez pas compte. Donc, c'est vraiment un sujet qu'il faut prendre à bras le corps, sans se prendre la tête. Voilà. Merci Maëva. Alors, juste une petite parenthèse, on a beaucoup parlé du livret A, on ne dit pas qu'il ne faut pas en avoir un et qu'il ne faut rien mettre dessus. Il faut avoir une épargne de précaution, et c'est bizarre de la mettre sur un livret A, c'est juste pour recontextualiser. Le taux de rendement du livret A aujourd'hui, c'est 2%. Voilà. Et oui, c'est ce que tu veux également partager un conseil? Oui, alors moi j'ai 2 conseils en réalité. Le premier, je pense que je vais pouvoir dire assez facilement que je suis la doyenne de cette assemblée. Et voilà, c'est comme ça. Je vais faire un peu ma vieille schnock, mais je pense que c'est vraiment important. Le premier conseil, c'est de, si vous êtes en couple, de connaître les incidences du régime matrimonial que vous choisissez ou que vous ne choisissez pas. Parce que vous pouvez être la meilleure investisseuse du monde, faire les opérations les plus efficaces, avoir les choix stratégiques les plus utiles. Si vous n'avez pas compris si votre argent est à vous ou s'il est à votre communauté, ou si vous pensez investir, mais en réalité, ça arrive aussi, vous n'avez droit à strictement rien sur tous les conseils, toutes les décisions sur lesquelles vous réfléchissez et vous passez du temps, c'est extrêmement dangereux, c'est vain, et c'est surtout que ça vous met dans un péril financier. Et grosso modo, je pense qu'on est assez nombreuses autour de cette table à essayer de dire et de faire passer quand même le message que ne pas s'occuper de ses finances et ne pas comprendre ce qui s'y passe, c'est potentiellement vous mettre en péril financier. Donc là, c'est un petit peu le côté rabat-joie. Et mon deuxième conseil, absolument rabat-joie, va être un conseil qui va vous dire ne lâchez jamais l'affaire, en fait. Il y a des études qui montrent par tranche d'âge et par sexe qui investit, qui n'investit pas, qui se sent à l'aise sur les connaissances de ses finances et sur ses compétences financières. Et chez les femmes, la tranche des 35-50 ans, il y a un trou noir. Et franchement, ce trou noir, il faut absolument éviter de tomber dedans, en fait. Alors c'est assez facile à comprendre, hein. Qu'est-ce qui se passe entre 35 et 50 ans? En général, vous avez des enfants en bas âge, il faut gérer des varicelles, des nounous, des otites, des lave-vaisselle à vider que personne n'a vidé. Enfin bon, voilà, je vous fais pas un dessin, je pense que beaucoup voient très bien Poche-Table. Et une fois qu'on a à peu près géré Parcoursup, finalement, on arrive à peu près à se remettre sur les finances, mais on a perdu 15 ans. Et c'est d'autant plus dommage que c'est en général les années pendant lesquelles on a connu les plus belles années de sa carrière et donc potentiellement le top du top de sa rémunération. Donc ne lâchez pas l'affaire, vraiment, c'est super important. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'y passer 20 heures par semaine, ni 1 heure par jour, en fait. Vous vous abonnez à 3 comptes. Vous vous abonnez à mon budget bento. Vous vous abonnez à MK. Enfin, moi, je n'ai pas. On est 6. Bon, alors, donc, vous abonnez à 6 comptes. Et le matin, en zonant sur Instagram, dans le métro, vous apprenez un peu les nouvelles. Vous lisez un petit hebdo de temps en temps, vous écoutez la radio. En fait, vous n'avez pas besoin d'être diplômé Bac plus 12 en finance pour comprendre ce qu'il faut faire. Et si, je vous donne quand même une chose qu'il faut faire, et désolé, c'est une injonction supplémentaire pour les femmes,
mais c'est une injonction qui vous donne de la sécurité financière et qui vous rend service. Vous faites votre déclaration d'impôt tous les ans. Vous ne déléguez pas cette tâche-là, parce que c'est une tâche qui vous donne l'idée précise de ce qui se passe dans vos finances et dans les finances de votre couple. Donc il faut savoir ce qui se passe, il faut connaître son code de collection des impôts, il faut s'en occuper une fois par an. C'est tout. 5 minutes par jour, 5 minutes par semaine et une journée ou une demi-journée par an pour les impôts. Ne lâchez pas l'affaire, c'est tout. Oh oui. Non, si vous savez où il est, ça marche aussi. Hein. Vous n'avez pas besoin de le connaître par cœur. Déjà, si vous savez où le trouver, tout va bien. Du coup, Pauline, je te laisse pour le coup dire vraiment le vrai mot de la fin. On passe aux questions-réponses. Promis, je le ferai. Non, mais c'était. Moi, je pense, je sais pas qui est-ce qui l'a dit, mais c'était Howard qui disait ça. Il faut déculpabiliser. Hein. C'est normal de se sentir stupide, même moi, après avoir travaillé pour des banques, monté une fintech, retravaillé dans une fintech, je suis débile sur un sujet parfois. C'est ok. Je pense qu'aussi, c'est pas forcément un conseil pour vous et même pour vous, je pense que c'est important parce qu'à un moment donné, il faut passer à l'action. Passer à l'action, c'est commencer à lire. Donc il y a Newsletter Snowball, il y a FMK, il y a Monty Bento, il y a ces Mesdames Oseille et compagnie. Il y a plein de choses, il y a plein de ressources grâce aux internets. Et ça, c'est très important aussi. Mais je dirais, c'est aussi en parler à vos amis. Parce que je trouve que ça, c'est un truc très... Même si je trouve que c'est cliché de dire que les mecs ils parlent de thunes ensemble tout le temps, c'est pas vrai non plus. Parce qu'il y a plein d'hommes qui ont les mêmes censures, les mêmes barrières que nous les femmes. Mais je pense que c'est surtout, parlez-en surtout aux plus jeunes, même à vos mères, parce qu'on sait que les retraites c'est compliqué. La retraite c'est un gros sujet de société. Donc parlez-en. Parce que plus vous en parlerez, plus vous lirez, plus ça sera dédramatisé et plus ce sera simple. Voilà. Merci Pauline. Et merci à toutes d'avoir partagé vos expériences, pas seulement d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue individuel. Aujourd'hui, soit il y a une prise de conscience, soit il y a une réglementation. Et en fait, ce jour est un peu l'un de l'autre. Donc c'est la raison pour laquelle Goodvest a été créé. Les labels ne suffisent pas, les articles SFDR ne suffisent pas, la prise de conscience n'est clairement pas là, et nous on est obligés de miser en fait tous ces aspects-là pour essayer de constituer les portefeuilles les plus responsables possibles. Et notre travail ne s'arrête pas là, évidemment. On parlait de transparisation, c'est hyper important évidemment de donner de la visibilité, des choses concrètes en fait. À l'intérieur de ce fonds, il y a quoi, ça représente quoi en termes d'empreinte carbone, qu'est-ce que c'est, en termes d'impact, qu'est-ce que c'est. Nous c'est le travail qu'on fait depuis le début. Et honnêtement, s'il y a des acteurs qui commencent à avoir cette prise de conscience et à prendre les mêmes initiatives sans être contraints de manière réglementaire, nous on sera très heureux parce que ce serait une très bonne nouvelle pour la planète.